des bibliothèques idéales. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Y a-t-il eu une erreur qu'ils n'ont pas commise? Christian Perron s'interroge, lance un cri très fourni, très détaillé. Je remercie infiniment Martine Vonner qui est à l'origine de ce débat, qui va participer à cette table ronde. Jean Sibilia, merci infiniment. Et Christian Perron, sous la houlette de Jean-Luc Fournier. On va passer 1h20. On ne pourra pas passer le micro dans la salle pour les raisons que vous devinez. Je vous demande aussi de bien garder votre masque. La salle est bien aérée avec de l'air frais qui vient de l'extérieur dans toutes les normes. Je vous remercie infiniment d'accueillir ce plateau qui débute un week-end chargé. Merci. Bonjour à tous et à tous. Oh, vous êtes nombreux en cette heure matinale. On se demande bien pourquoi. Bienvenue aux débatteurs et bienvenue à vous, professeur Christian Perron. Vous avez votre micro ici. Vous êtes aujourd'hui chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, c'est en Île-de-France. Et vous êtes l'auteur de ce fameux livre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, qui va bien entendu être au centre de ce débat. Bienvenue à vous, Martine Vonner. Vous avez votre micro également devant. Vous êtes merci Jean-Luc. Députée du Bas-Rhin. Vous êtes également du corps médical, parce que vous étiez psychiatre avant de passer. Je suis toujours. Vous êtes toujours psychiatre, bien entendu, mais vous le faites peut-être de moins en moins quand même. J'ai une toute petite activité avec des adultes autistes, 4 heures semaine. D'accord. Et donc, vous êtes passé du côté des élus de la nation. Ça a été un phénomène important à nous expliquer dans le cadre de ce débat. Et puis, bienvenue à vous, Jean Sibilia. Vous avez également votre micro devant vous. Voilà. Il marche. Bienvenue à vous. Vous êtes doyen de la fac de médecine de Strasbourg et beaucoup de gens ont fait votre connaissance, en tout cas un peu plus profondément, lors des fameux Facebook Live du déconfinement que nous avions réalisé ensemble. Alors vous êtes tous les trois sur ce plateau. Je dis le plateau est très attendu en fonction de l'actualité. C'est une évidence. Alors professeur Perron, alors on va quand même donner quelques chiffres sur ce livre parce que c'est quand même un phénomène d'édition avant toute chose. On est dans un festival littéraire, on parle des livres, c'est complètement normal. Eh bien, ce livre, avec ce titre spectaculaire, est actuellement vendu à plus de 135 000 exemplaires. On ne compte même plus le nombre de rééditions qu'Albin Michel a fait. C'est un vrai phénomène d'édition. C'est un vrai phénomène d'édition. Et les études qui sont réalisées par les professionnels montrent que toutes les catégories d'âge lisent ce livre. Vous attendiez, professeur Perron, un tel succès d'édition pour le livre que vous avez écrit et qui est sorti au mois de juin? Non, pas du tout. Quoi. Moi, j'ai écrit ça un petit peu sur le coup de la colère parce que je voyais, au début, je faisais confiance au gouvernement. Je pensais que tout était bien géré. Puis j'ai vu que ça déraillait. Je l'ai découvert en même temps que les Français, quoi, que les décisions soit n'étaient pas prises, soit étaient un petit peu à côté de la plaque. Je suis allé un peu sur les plateaux de télé pour expliquer mon point de vue. J'ai eu le sentiment un petit peu de ne pas être écouté. Et donc j'ai arrêté à un moment donné d'aller sur les plateaux de télé. Je dis bon, allez, je vais écrire un livre pour expliquer mon point de vue de cette gestion que j'ai jugée calamiteuse et que je juge toujours calamiteuse aujourd'hui. Alors, traditionnellement, dans les livres, il y a les auteurs les divisent en chapitres. Alors vous aussi, il y en a 11. Sauf que dans ce livre, on ne dit pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, on dit scandale 1, scandale 2, jusqu'à 11 scandales. Hein ? C'est bien la première fois de ma carrière de journaliste que je vois que j'entends des applaudissements simplement en lisant le sommaire et encore de façon tout à fait partielle. C'est comme quoi tout arrive dans ce métier. Alors, parmi les scandales, alors je les lis vite fait, pas tous, parce qu'il y en a 11. Hein. Zut, on est en pénurie, c'est le scandale 1. Aux surprises, on n'a pas assez de tests non plus, scandale 2. Le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme, scandale 3. Aïe, 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 certains experts n'ont vraiment pas peur des conflits d'intérêts. Alors celui-là, on va en parler. Hein. Scandale 4, un confinement qui confine à la bêtise, la chloroquine évidemment, jusqu'au scandale 11 dont on parlera aussi, peut-être avec vous, Martine Vonner d'ailleurs, méchants Français qui accusent leur gentil gouvernement. Hein.
c'est le scandale. Je précise quand même qu'à la fin du livre, juste avant les remerciements, il y a une 30aine de pages de notes. Et ça, il faut que je le note aussi, il faut que vous le notiez aussi. C'est évidemment un livre coup de poing, un livre réquisitoire, hein, qui ne fait pas que des adeptes d'ailleurs. Mais il y a une 30aine de pages de notes extrêmement, que je n'ai pas toutes lues parce que c'est pas possible, c'est juste pas possible, mais qui sont extrêmement précises. J'ai une question comme ça à vous poser, vous savez, une question de journaliste curieux, embêtant, quoi. Est-ce que Albin Michel et vous avez eu déjà des menaces de procès? Est-ce que déjà des procès effectifs se sont mis en route? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques parce que, évidemment, le livre est assez polémique, mais tout ce que je dis est documenté, sourcé. D'ailleurs, quand on dit vous attaquez le président, vous attaquez le ministre, vous attaquez je ne sais pas qui, je ne l'attaque pas, je le fais parler. Le ministre dit ça tel jour, il dit l'inverse le lendemain, il dit... Donc, moi, je fais que commenter. Et puis en droit, j'ai appris ça, moi je ne connaissais pas trop le droit, mais des avocats m'ont dit, quand quelque chose est documenté, sourcé, sauf si on ne le dit pas sur un ton d'insulte, ça ne fait pas partie de la diffamation. Donc il y a zéro diffamation. Bien sûr, je pense que l'éditeur Albin Michel a dû le faire relire par plusieurs avocats avant. D'ailleurs, s'il y avait eu la moindre diffamation, j'aurais déjà été attaqué en justice depuis longtemps. C'est pour ça que ça ennuie le gouvernement, ça ennuie mes collègues infectiologues et autres, c'est qu'il y a zéro diffamation, contrairement à ce qu'ils ont dit sur les plateaux de télé. Ça, je tiens à dire. Et non plus, il y a zéro infraction au code de la déontologie médicale, contrairement à ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'ils sont ennuyés actuellement, ils sont un petit peu aux abois et dos au mur et qu'ils deviennent très agressifs. Alors, on va commencer par, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler des 11 scandales, hein, parce qu'on y passerait la journée. Mais il y en a d'autres qui continuent, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, alors, vous êtes en train de nous expliquer qu'il va y avoir un tome 2 ? Je ne sais pas, mais enfin, peut-être qu'il faudrait réfléchir, là, parce que il y a un festival en ce moment. S'il y en a un qui c'est un tome 2, vous venez nous voir, hein, d'accord? Tout de suite quand il sort. Écoutez, blague à part, on va parler quand même du premier scandale qui est celui des masques. Hein, parce que ça, c'est un scandale qui d'ailleurs perdure sous une autre forme, etc. Très tôt, pendant le confinement, je me souviens de 5 magnifiques doubles pages de nos collègues et amis dans Le Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui, au mois d'avril, c'était fin avril, je crois, ont tout de suite décortiqué toute la mécanique qui nous a amenés dans cette situation incroyable de ne pas avoir de masque au moment où il en fallait, et peut-être en faut-il encore, vous allez nous le dire, je ne sais pas. Ce scandale des masques a été décortiqué et décortiqué. Mais vous qui êtes dans les antichambres des cabinets ministériels depuis au moins une quinzaine d'années, qu'est-ce qu'on apprend quand on lit Davet et Lhomme et quand on relit plein d'autres choses qui sont publiées depuis? On apprend que dès 2011, alors que le ministre de la Santé était Xavier Bertrand, dans son environnement, si je me trompe, vous me le dites tout de suite, dans son environnement, il y a des technocrates, on est en pleine réduction générale des politiques publiques de Sarkozy, il faut gratter de l'argent partout, etc. Et on souffle dans l'oreille du ministre, on lui dit que si on travaillait en flux tendu comme l'industrie et qu'on faisait plus de stock, ça permettrait d'économiser de l'argent, etc. Grosso modo, il donne son accord de principe, en tout cas, peut-être qu'il ne mesure pas d'ailleurs tout ce que ça veut dire. 2 ans après, on est passé sous le mandat de François Hollande. En 2013, ça devient effectif. Le stock des masques constitué d'1,6 milliard de têtes, hein, je dis ce chiffre, commence à diminuer structurellement puisqu'on ne le réapprovisionne pas. Et puis, Emmanuel Macron est élu en 2017. Rien n'est fait à ce niveau-là. Et bien entendu, on arrive à ce qui s'est passé l'hiver dernier. L'historique très bref que je viens de faire n'est pas tout à fait faux, j'imagine. Mais comment vous l'avez perçu, vous, à l'époque? Moi, au début, quand l'épidémie arrivait, qu'on l'annonçait, moi j'étais serein parce que moi, j'avais signé comme président de la commission du Haut Conseil de la Santé publique, je me souviens, c'est le 1er juillet 2011, une recommandation pour le gouvernement, comment gérer les stocks de masques. C'était à la demande du ministère de la Santé de l'époque. Et après, quand les journalistes m'en ont parlé, j'ai relu ce qu'on avait signé, parce que je me suis dit peut-être qu'on a dit des bêtises. Mais quand j'ai relu nos recommandations, elles étaient parfaites. Comment faire tourner les stocks pour pas qu'il y ait des surplus, etc. Tout était écrit. Et alors j'ai appris à l'occasion de la crise, parce que moi je ne pensais plus du tout à tout ça, j'étais plus président dans le Haut Conseil, j'ai appris que même c'était juillet, donc avant la fin de l'année 2011, des hauts fonctionnaires ont dit les masques ça sert à rien, on les met à la poubelle, et après tous les ministères ont suivi, quels qu'ils soient. Moi j'étais ahuri de découvrir au mois de mars, ou en même temps que tous les Français, qu'il n'y avait plus de masques en France. Je me dis mais comment c'est possible? Donc j'ai été extrêmement choqué de cette affaire.
Et alors qu'à l'époque, il y avait vraiment besoin de masques, parce que quand l'épidémie flambe, heureusement, en population générale, le virus n'était pas très méchant, mais ceux qui ont trinqué sont les personnes âgées, les personnes avec des facteurs de risque importants. Il y avait vraiment besoin de masques pour que les gens qui avaient des symptômes ne contaminent pas l'entourage, protéger les gens aux alentours. Pour les soignants également. Hein. Et les soignants, bien sûr, c'est impératif. On l'a vu avec la tuberculose, les masques ont fait chuter des transmissions de maladies respiratoires. Là, c'est extrêmement utile. Mais on n'en avait pas, on nous a dit ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez questionné quelqu'un que vous connaissez forcément bien, Jérôme Salomon, qui est aujourd'hui directeur général de la santé en France, c'est le monsieur qui nous faisait la comptabilité morbide chaque soir, vous voyez qui c'est. Hein. Moi, je me suis un petit peu penché sur la question, je ne suis pas spécialisé questions médicales, par contre, quand on me donne des choses à lire, je les lis avec attention. Je me suis aperçu qu'il était dans l'environnement direct des ministres, ce monsieur-là, depuis... on ne sait plus. Moi, je connais bien Jérôme parce qu'il était interne dans mon service il y a longtemps, il était chef de clinique. Quand il était chef de clinique, il a été conseiller de Kouchner. Après, il est revenu, il est reparti. Et puis après, quand il était au cabinet de Marisol Touraine, après, il est venu comme professeur dans le service. Et moi, j'aimais bien Jérôme. C'était un médecin sérieux qui m'a aidé dans le service, qui avait une expérience de santé publique, qui aime bien les procédures carrées. Donc, quand il a été nommé directeur général de la santé, j'étais très heureux pour lui en disant, voilà, c'est un médecin de valeur qui est... Après, je dois dire que j'étais extrêmement déçu. Alors, je ne sais pas si ça vient de lui, il a peut-être été pris dans un système. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur l'histoire des masques, dont le stock a dépéri de façon structurelle? Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Parce qu'il était très proche de tous les ministres depuis 2011. Après, il faudra demander à Martine Vonner, parce qu'il en a parlé à la commission, à l'Assemblée nationale. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand Agnès Buzyn l'a dit publiquement, c'était dans un journal national que... Le Monde, au mois de janvier. Non, mais que dès le 20 décembre, elle savait qu'il allait se passer quelque chose de grave, qu'elle avait alerté le directeur général de la santé, donc Jérôme Salomon, dès le 20 décembre. Et j'ai vu la première commande de masques qui était 40 jours plus tard, fin janvier, sur 1 100 000 masques, 1 100 000 masques pour 67 millions de Français, plus tous les soignants. Il faut les changer théoriquement tous les 3-4 heures. Là, je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'avais dit dans mon livre, la quarantaine ne s'applique pas aux décisions déjà, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de commandes après. Après, il y a eu toute cette pénurie qui a duré des mois, donc on nous a fait croire que les masques ne servaient à rien. Martine Vonner, donc vous êtes directement interpellé par le professeur. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jérôme Salomon, en commission d'enquête de l'Assemblée nationale? Je précise oui, en bien effet, que celle du Sénat est en route là encore. Voilà, en tant que parlementaire, je suis membre pour mon nouveau groupe politique de cette mission d'enquête Covid. Jérôme Salomon est une des premières personnes que nous avons auditionnées et il a parlé d'une fameuse lettre circulaire qui était soi-disant connue de tous depuis 2011, qui nécessitait pour les employeurs, quels qu'ils soient de France, donc forcément ça s'adressait également aux hôpitaux publics, aux cliniques, en tout cas tous les établissements, plus toutes les entreprises, c'est les employeurs qui étaient censés avoir compris que les stocks de masques leur incombaient. Or, cette lettre circulaire a été rangée dans tous les tiroirs et n'a jamais été ressortie, ou en tout cas remise dans l'actualité. Et en fait, tout le monde s'est laissé complètement piéger. Jérôme Salomon nous a redit à quel point il avait été attentif pour informer la ministre, et que je pense que cette information mes enfants diraient, n'a pas percuté, en tout cas jusqu'au plus haut niveau, ce qui est absolument dramatique. Parce que, et là où en tant que parlementaire, j'ai été profondément choquée, c'est l'enclenchement de la gestion de cette crise, alors que il me semble que les citoyennes et les citoyens français auraient très bien pu entendre qu'il manquait des stocks, que quelque part il y avait un grain de sable qui s'était mis dans les rouages et qu'on partait avec un stock de masques totalement insuffisant. Mais toute la gestion de cette crise a commencé, et vous le dites très bien, professeur, par un mensonge. Oui, mensonge d'État. Un mensonge d'État. Et c'est en effet un des tout premiers scandales d'État. Et moi, j'aimerais vraiment mettre un focus ce matin, mesdames et messieurs, vraiment c'est important, que vous compreniez que dans notre pays, aujourd'hui, c'est la démocratie qui est malade du Covid.
Les mots sont forts. Pourquoi? Parce que depuis le 16 mars, où l'histoire a en tout cas commencé officiellement pour vous, où on vous a demandé de façon unilatérale, puisque les parlementaires que nous sommes et on vous représente au plus haut niveau de l'État, vous avez été confinés de façon stricte en plus et de façon généralisée. Et très rapidement, à l'Assemblée nationale, il y a une loi, la loi du 23 mars, qui a fixé ces règles qu'on a appelées la loi d'état d'urgence sanitaire. Et c'est là qu'on s'est assis complètement sur les droits inaliénables qui sont dans notre Constitution. Donc aujourd'hui, tout ce que nous vivons est totalement illicite en matière de privation de liberté. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre. Merci Martine. On va revenir sur tous ces sujets, mais je voudrais finir le tour du plateau sur l'histoire des masques, sur donc le mensonge d'État que dénonce Martine Vonner et le professeur également. Mais l'histoire des masques, Jean, je me rappelle dans nos conversations, y compris celles qui ont été nécessaires pour préparer les plateaux auxquels on a participé tous les deux, vous étiez très sévère aussi sur le manque de masques. Hein. Vous disiez, c'était notamment vis-à-vis du personnel hospitalier, vous disiez comment je peux faire mon métier sans, ou mes collaborateurs peuvent faire ce métier-là. Quand on regarde avec le recul, aujourd'hui, des quelques mois ont passé, on est en septembre, cette histoire de masque, elle paraît quand même incroyablement ahurissante. Je crois qu'il faut être dans l'analyse qu'on fait des choses. Il y a un principe de sincérité et d'honnêteté qu'il faut appliquer. Je pense qu'il y a... Et on est là pour essayer d'éclairer le débat avec une vision citoyenne. C'est une semaine littéraire dans laquelle on peut imaginer parler un peu de technologie et de médecine, mais c'est peut-être pas le sujet, mais aussi de sociologie et un peu de philosophie pour prendre un peu de hauteur. C'est un peu ce que je voulais évoquer ensemble ce matin. Et je remercie Martine d'avoir organisé ce débat et Christian Perron d'être venu à Strasbourg, qui est un haut lieu de l'humanisme rhénan. Et on aime bien ce genre de débat et le débat contradictoire, parce qu'il doit être contradictoire. Il doit aborder la question de cette manière-là. Je réponds à ta question, Jean-Luc. Il y a les faits, l'analyse des faits et les solutions qu'on propose. Et je crois que sur les masques, l'analyse des faits, elle est incontestable. En plus, on ne peut pas, et je fais un mea culpa personnel, comme d'autres experts, peut-être qu'on a sous-estimé la diffusion du virus à un moment donné, certainement entre décembre et janvier, jusqu'à l'Italie, en fait. Mais c'est un virus respiratoire, je crois qu'on le savait assez vite. On avait déjà des données, les données 2008 sur H1N1, sur d'autres virus respiratoires. Si on a bien fait un stock de masques en 2008-2009, c'est qu'on savait que le masque était utile. Donc clairement, la donnée principale, on l'avait, on savait qu'il fallait des masques. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Donc c'est un fait, personne ne peut le contester. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté et je prendrai volontairement le parti de ne parler que comme universitaire, comme expert et de ne pas faire de politique. On parlera certainement du biopouvoir. C'est un concept très intéressant à évoquer dans un débat comme le nôtre, mais j'en parlerai ultérieurement. Mais mon avis d'expert, c'est que c'est un virus respiratoire. On avait besoin de masques. Nous n'avions pas de masque à ce moment-là. Alors, on a beaucoup parlé du masque pour les soignants. Et à un moment donné, c'est vrai, on s'est retrouvé le couteau sous la gorge et de se dire les malades arrivent en flot massif à l'hôpital. Et même à l'hôpital, on a du mal à mobiliser les masques. C'est vrai, il y en a eu quand même assez rapidement. Christian Perron peut le probablement à Garches comme à Strasbourg. Les soignants à l'hôpital, on a assez rapidement eu du matériel. Et on en a en tout cas à Strasbourg pas véritablement manqué. Mais je pense à mes collègues libéraux. Les médecins généralistes. Là aussi, moi je pense plus à eux. Et d'ailleurs, le prix payé a été beaucoup par la médecine libérale. Sans parler d'autres professions dont on s'est fait écho dans un homme, comme les infirmières libérales, par exemple. Les libéraux. Dans les EHPAD, etc. Ouais. etc. C'était compliqué. Hein. Donc, incontestablement, pour conclure sur ce point-là, je veux être factuel. Le fait est qu'on devait avoir des masques, on n'avait pas de masques, et que la communication... Mais je n'en débattrai pas plus. C'est ton point de vue, Martine. Le débat politique a été un débat mal mené. La communication sur les masques, elle a été mal faite. On n'a pas dit probablement les choses qu'on aurait dû le dire à l'époque. Je n'en dirai pas plus. Une fois de plus, c'est pas mon rôle. Dans votre livre, Christian Perron, vous dites sur les conséquences de tout cela, je vous donne la parole tout de suite pour continuer le débat, vous dites que plus de 600 médecins ont porté plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn pour mensonge d'État. Ce sont vos mots, mensonge d'État, et vous précisez même que le collectif Interurgence
porte plainte contre X, et vous dites avec beaucoup d'humour que le X, on sait qui c'est le gouvernement, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Donc les conséquences de cette histoire-là vont perdurer dans le temps et on va avoir des réponses, notamment judiciaires. Mais je suis à peu près certain que sur les milliers de personnes qui nous regardent actuellement sur Facebook Live et dans cette salle, il y a plein de gens qui rêveraient de vous poser la question. J'essaye de vous la poser à leur place. Le problème des masques aujourd'hui, c'est plus un problème de manque, hein, c'est un problème tout simple. Est-ce qu'on a vraiment besoin des masques? Vous êtes ici dans un département, le département du Bas-Rhin, où la préfète du département, c'est son métier, a pondu un arrêté disant c'est fini, à Strasbourg et dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin, il faut mettre le masque à toutes circonstances dans la rue, il n'y a pas d'exception, etc. 2 médecins, 2 de vos collègues sont montés au créneau au tribunal administratif. L'arrêté en tant que tel a été retoqué et Madame la préfète a jusqu'à lundi, encore 48 heures, pour refixer des règles, les lieux, les horaires, etc. etc. Je vais vous poser une question d'une naïveté totale. Est-ce qu'il y a besoin vraiment, je parle aux médecins là, hein, est-ce qu'il y a vraiment besoin, à vous trois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de masques dans la rue aujourd'hui? Autant il y en avait besoin quand c'était la vague épidémique. La vague épidémique est terminée, il y a des cas résiduels. Maintenant, il n'y a plus du tout besoin de masques. J'étais ravi ce matin en descendant du TGV où Martine Vonner m'a accueilli devant la gare, qu'ici à Strasbourg, on était en terre de liberté, qu'on pouvait circuler sans masque, parce qu'à Paris maintenant, il y a un flic derrière chaque personne pour voir si les gens portent leur masque dans la rue. Et c'est du délire total. Alors que l'épidémie, je ne dis pas qu'elle a disparu, il y a encore quelques cas résiduels dans les hôpitaux, il y a quelques cas qui vont en réanimation. C'est les gens qu'on a vus qui avaient des formes encore un peu sévères aujourd'hui, sont des gens très âgés, très fragiles. La plupart des cas sont bénins. Le nombre de décès maintenant est devenu extrêmement faible. C'est entre 10 ou 20 et c'est encore en train de baisser. Alors qu'il y avait 500 décès par jour au cœur de l'épidémie. Et on nous fait croire que la deuxième vague est là. Tous les jours, quand vous regardez la télé, vous ouvrez votre téléphone avec les informations d'Internet, on vous dit, ça y est, la pandémie flambe en France, dans tous les pays. C'est la catastrophe. Hier, j'ai vu le système de santé français... c'est l'hécatombe parmi les soignants. Mais tout ça, c'est complètement ridicule, c'est inventé, parce que les masques ne servent à rien, sauf pour les soignants, sauf pour les personnes qui ont des symptômes, pour leur entourage, dans certaines circonstances. Même dans les endroits clos, le masque à l'école, pour moi, c'est un délire total, alors que les gamins, ils sont pas malades. Même dans les open space, dans les entreprises, on devrait dire aux gens, si vous avez des symptômes, restez chez vous, appelez votre médecin, faites un test, et puis on dépiste l'entourage, éventuellement les collègues au travail. Mais ce port systématique, parce qu'on va vous le faire porter pendant des mois et des mois, parce qu'Olivier Véran a annoncé hier qu'il accélérait toutes les procédures d'évaluation des vaccins, qu'on allait avoir le vaccin au printemps. On va vous faire porter le masque jusqu'au printemps, par n'importe quel prétexte. Donc ça, je ne suis absolument pas d'accord. Et cette seconde vague, soi-disant, qui arrive, c'est uniquement créé par les tests qui ont un test PCR. Le test, on détecte le virus dans le nez, mais c'était pareil avec la tuberculose, avec d'autres bactéries ou virus. Il y a à peu près 3% de faux positifs. Donc quand Olivier Véran est très fier de dire on va faire 1 million de tests par semaine, je dis stop. Faire des tests en population générale, c'est complètement stupide. En médecine, j'ai toujours appris ça en microbiologie, en épidémiologie. Les tests PCR doivent être ciblés sur les gens qui ont des signes cliniques ou leur entourage. Et donc, 1 million de tests par semaine, ça veut dire 30 000 faux cas qui sont des faux positifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus, mais le test est faussement positif. Puis, il y a quand même des gens qui ont vraiment le virus, donc on en rajoute à peu près 20 000, je pense, qui ont le virus. Mais quand on regarde les statistiques, ce sont des gens jeunes en bonne santé qui n'ont soit pas de symptômes, soit un petit rhume ou une petite grippe. Et alors, il y a quand même, je reconnais que l'épidémie n'est pas terminée, il y a encore des personnes hospitalisées. Mais maintenant, des personnes hospitalisées, j'en ai 6 dans mon service. Avant, j'avais un bâtiment plein sur plusieurs étages avec des dizaines de médecins volontaires, même des chirurgiens qui étaient venus nous aider. Bon, maintenant, il y a un médecin ou 2 qui gèrent 6 malades. Donc, on instrumentalise la peur. Et c'est pour ça que j'ai peur pour la démocratie, parce que là, pour moi, c'est presque une dictature sanitaire et ça me fait très peur. Sur
Martine Vonner et Jean Sibilia, sur ce sujet très précis du masque dans l'espace public, enfin dans la rue, hein, dans les espaces ventilés, on va dire, sur ce sujet précis, et puis aussi sur ce que vient de dire, les mots forts que vient de dire Christian Perron, c'est-à-dire que pour lui, l'épidémie est au stade résiduel, pardon si j'interprète, mais c'est ce que j'ai un peu compris, ce que tout le monde a compris. Votre opinion? Alors, j'ai des éléments extrêmement factuels à vous apporter, parce que le hasard du calendrier fait que j'ai passé ma journée hier à l'Institut universitaire de Marseille avec Didier Raoult. Et il est, j'allais dire, autonome dans son institut universitaire, autonome en matière de technicité et d'analyse du génome du virus. Aujourd'hui, en effet, les formes de virus, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas être trop technique, mais il y a énormément de variants de ce virus. Il n'y a plus le virus initial et les formes sont extrêmement bénignes. Bien évidemment, il faut rester prudent, et je vous remercie, dans un milieu clos, même si c'est relativement bien aéré, de garder le masque, parce qu'il faut être prudent. On va continuer là-dessus, sur la prudence, mais à l'extérieur, et c'est vrai que depuis samedi dernier, 8 h du matin, nous devions porter tous dans le Bas-Rhin, à partir du moment où c'était des communes de plus de 10 000 habitants, un masque. J'ai immédiatement interrogé Josiane Chevalier, la préfète, sur les considérants de cette décision et sur quelle base médicale, scientifique, politique elle avait exécuté, puisque d'une certaine façon, elle est là pour... ce sont les services déconcentrés de l'État. Et elle m'a répondu de façon très rapide en me disant qu'elle avait eu des alertes de l'Agence régionale de santé et qu'il y avait eu 5 hospitalisations à Strasbourg. Et c'est à partir de ces 5 hospitalisations qu'elle avait pris la décision de mettre sous cloche 1 200 000 habitants. Ça, c'est pour tout le département, donc il faudrait faire la proportion sur les communes concernées. Mais je l'ai interrogé sur le sens de cette décision qui a un impact pour votre vie au quotidien. En plus, c'est vrai qu'on subit des changements de régime depuis le début. Un coup, on a le droit de faire quelque chose et dans la journée qui suit, c'est interdit. Et je lui ai demandé le profil de ces hospitalisations. Elle n'en avait absolument, et je ne lui en tiens pas rigueur, elle n'est pas médecin, elle n'avait aucune information. Donc on a là des services de l'État qui sont réellement aux ordres pour maintenir une forme de discipline citoyenne. Là aussi, je pèse mes mots, parce que c'est plein de sous-entendus, ce que je dis. Mais une discipline, depuis le début, on infantilise la population et on la terrorise. Jean-Luc, tu citais tout à l'heure Jérôme Salomon, qui était là pour tous les soirs. Il est habillé en noir, il terrorisait le monde en disant tous les jours le nombre de morts supplémentaires. Heureusement, on l'a plus, mais j'ai envie de vous dire, on en reste à une médiocratie gouvernementale qui donne des ordres en permanence, toujours sur le régime de la privation de liberté. Parce qu'en clair, et si tu m'autorises à redire un tout petit peu des choses sur ces privations de liberté, depuis l'état d'urgence, et on nous a fait croire, avec une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, contre laquelle j'ai voté, il n'y avait que le titre qui était extrêmement séduisant, puisque ça s'appelait « Sortie de l'état d'urgence sanitaire », hein, mais cette loi qui a été votée avant l'été permet au gouvernement, à l'exécutif, de prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans les parlementaires. C'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis la Ve République que les parlementaires, sénateurs ou députés n'ont plus leur rôle fondamental à jouer d'évaluation et de contrôle du gouvernement. La démocratie, aujourd'hui, elle est masquée, elle est bâillonnée, et les parlementaires, aujourd'hui, ne servent à rien. Donc, c'est-à-dire que si le Premier ministre
comme il y a déjà quelques sous-entendus, décide de proroger cette obligation d'être masqué, et en effet, je sais, pour l'avoir entendu hier de Didier Raoult, qu'encore une fois, le masque à l'air libre, à l'extérieur, ne sert strictement à rien. On peut vous garder masqué jusqu'après l'hiver. Donc, fort de ce constat, il faut, et je m'interroge, et vous êtes tous là à vous interroger, dans quel but ? Si sur le plan médical et scientifique, et merci professeur de nous le redire, ce n'est pas utile, à quoi ça sert ? Jean Sibilia, sur cette même thématique, la question directe, a-t-on vraiment urgemment besoin, pour des raisons médicales impérieuses et impératives, de porter le masque à l'extérieur? Est-ce oui ou non? Alors, question, comme tu dis, il faut toujours des réponses. Je dis non à l'extérieur, parce qu'on n'a pas de démonstration à l'extérieur, mais de façon générique. Oui, j'ai bien dit à l'extérieur. Donc c'est non, enfin, c'est clair. Scientifiquement, on n'a pas démontré que le port du masque en milieu ouvert est protecteur. On n'a pas cette donnée scientifique, hein, donc très clairement. Mais bien sûr, il faut nuancer ce commentaire-là. Je pense que je ferai des commentaires extrêmement simples. Le virus existe. Ça, je pense qu'on ne peut pas discuter les choses. 2, on ne sait pas ce que seront les prochains mois. Aujourd'hui, Christian l'a rappelé, les données, il faut effectivement les analyser avec finesse. Aujourd'hui, comme on teste presque 1 million de personnes par semaine, de fait, on détecte beaucoup plus de monde. Donc les 9000 détectés ne doivent être vus qu'au nombre de tests réalisés, ce qui n'était pas le même nombre au mois de mars-avril. Donc effectivement, ce chiffre n'a pas une réelle valeur. Bien sûr, le vrai chiffre est celui des formes graves et des morts, et il reste heureusement faible, pour des raisons multiples. Soit le virus a muté, c'est un virus ARN qui mute de façon permanente, et il y a eu des milliards et des milliards de particules virales, donc il y a eu des milliers et des dizaines de milliers de mutations. De fait, on peut imaginer, et c'est le cas pour ces virus-là, d'une perte de virulence par des mutations multiples. C'est possible, c'est difficile à prouver. La deuxième chose, c'est clairement que les populations fragiles, qui sont une petite partie de la population, 10, 12, 15%, elles ont quand même compris qu'il faut se protéger, et elles ont l'intelligence collective, l'intelligence humaine existe quand même, et ces gens-là se protègent vraiment. Et puis troisièmement, notre système de dépistage, de détection, de soins a quand même fait des progrès. On apprend, l'expérience, ça existe en médecine. Donc il y a toutes ces raisons-là qui expliquent qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de formes graves, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais moi je reste, ça m'a appris une chose, je l'ai dit, beaucoup d'humilité, et cette humilité me fait répéter ce que j'ai déjà dit, Jean-Luc, à plusieurs reprises. Je ne sais pas où on en sera en novembre, en décembre, en janvier. Donc attention, et je finis là-dessus, c'est un problème presque de bon sens élémentaire. Faut-il porter le masque? On a quand même démontré que c'est un virus du confinement, un virus des transports. L'étude dans le métro new-yorkais est intéressante, hein. Dès qu'on est confiné ensemble dans un espace clos, on est contaminable. Alors, à l'extérieur, c'est pas la même chose. On parle de l'extérieur. On est bien d'accord. Parce qu'il y a peu de gens qui parlent de la nécessité du masque à l'intérieur. Mais rapidement, dernier Martine. point, Martine. Oui, non, c'est juste pour un peu le taquiner. Je pense que c'est lui qui devrait faire de la politique à ma place. Je pense qu'il est beaucoup plus soft que moi. Bah, on aura deux médecins députés du Bas-Rhin bientôt. Oui. Juste un dernier commentaire. Quand on est à Strasbourg, Grand Rue, le samedi après-midi, ou rue des Orfèvres, Christian ne connaît pas forcément bien le centre-ville. Des petites rues. Je connais parfaitement la rue des Orfèvres. J'y étais 1h30 avant l'attentat, avant que le gars commence à tirer, donc je m'en souviens. Il y a quand même dans ces moments-là, à l'extérieur, quelque chose qui est d'ordre de la rupture de la distance, et on ne peut pas éliminer, là aussi, je prends le problème à l'envers, on n'a pas la preuve, mais on ne peut pas éliminer que dans un confinement extérieur, dans une rue avec des façades, qu'il y ait en suspension, ça on le sait, pendant quelques minutes, quelques heures, des particules virales inhalables. On ne peut pas éliminer cette chose-là. Donc c'est vrai que le conseil subtil serait évidemment pas de masque à l'extérieur quand on est tout venant à l'extérieur dans des petites communes, mais quand on est dans des zones pseudo-confinés, même à l'extérieur, dans des endroits très resserrés, c'est peut-être pas complètement idiot de porter le masque. J'aimerais juste apporter un détail, si tu Rapidement. permets. J'ai parlé des variants et du virus tu es très prudent, mais c'est vrai qu'apparemment, d'après les travaux, encore une fois, et le screening du génome que réalise Didier Raoult sur les formes virales aujourd'hui,
le virus est plutôt un gentil virus. Maintenant, celui qui circule, je ne sais pas dans quelques semaines, dans quelques mois, hein, on n'en sait rien. Peut-être que l'hiver, ça va être... mais on en a tout de suite des résultats. Et surtout, il contrôle les personnes qui ont eu des tests, des PCR positifs dans des laboratoires privés, qui viennent se refaire contrôler chez lui. Jusqu'à 40% des PCR positifs sont en fait négatifs. Oui, c'est la... Donc là aussi, la sensibilité des tests, la spécificité des tests nous interpelle, nous interroge. Christian Perron. Mais moi, je rejoins la prudence de Jean Sibilia. Le virus est toujours là. Il peut toujours avoir une mutation terrible qui devienne très virulent. On n'a absolument pas d'argument dans ce sens, mais si jamais il y avait une deuxième vague, je serais avec un virus virulent, je serais le premier à dire, allez, tout le monde remet des masques, tout le monde se reconfine, de façon ciblée, peut-être pas de façon généralisée, mais là, faut suivre la situation au jour le jour. Ce que je reproche aux experts et au gouvernement, c'est qu'il y a l'évidence sous leurs yeux, puis ils continuent de façon dogmatique, comme si le virus était le même que quand il y avait beaucoup de morts, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans des espaces très clos, avec des personnes à risque, et moi je suis entièrement d'accord pour le port du masque, mais pas en situation générale. Et quand il y a un moment donné, il y avait la recommandation dans les entreprises que uniquement le personnel qui était au contact de gens qui venaient de l'extérieur porte le masque. C'était logique parce que le virus pouvait rentrer avec des visiteurs. Quand c'est des collègues qui sont tous dans le même bureau, qui se connaissent, et aucun n'est malade, il y en a plein qui ont déjà fait le Covid il y a 3 mois, qu'on leur oblige à porter toute la journée un masque, ça n'a plus de sens. Faut nuancer les choses, il faut laisser un peu aussi la liberté, le bon sens aux gens. C'est pas au gouvernement de décider pour tout le monde, sauf si c'est une maladie très mortelle. Parce que quand j'entends Olivier Véran hier dire s'il faut, parce que 40% des Français ne veulent pas se faire vacciner, s'il faut, on l'imposera, ce sera obligatoire. Là, je suis très surpris. Je rappelle que quand la variole, le vaccin était obligatoire, c'était justifié. La variole, c'était plus de 30% de morts depuis des siècles. 30%, c'était énorme. Dans toutes les familles, on perdait des enfants de la variole. Qu'il soit obligatoire à l'époque, je trouvais ça totalement justifié. Maintenant, il y a entre 10 et 20 morts par jour en France. On va vacciner tous les Français. C'est du délire total. Sauf si le virus redevenait virulent. Alors, je sais qu'il y a Jean qui me fait des signes cabalistiques, qui veut intervenir, mais Jean, je te dis tout de suite, on ne peut pas... C'est pour une anecdote, regarde, oui. Steve Mandai, un match équipe de France ce soir, il a été testé négatif à Marseille, testé positif par l'UEFA. C'est juste pour un petit clin d'œil. Oui, d'accord. Bon, il y a un scandale, dans votre livre, Christian Perron, cher professeur, il y a un scandale 2 qui est le scandale des tests. Ça, je veux absolument qu'on en parle. On est un peu bien placé ici dans le Bas-Rhin et à Strasbourg en particulier, parce que pendant qu'on nous répétait qu'il n'y avait pas de test non plus, pour plein de raisons d'ailleurs dont on peut discuter, il n'y avait pas de test au mois de mars. Fin mars, de l'autre côté d'ici, du Rhin, à 10-12 km, il y avait déjà toutes les autorités sanitaires qui installaient des petits chapiteaux devant les supermarchés et qui invitaient les gens à faire la queue avec leur bagnole. On ouvrait la vitre, on se faisait un petit peu charcuter le nez avec les couvillons, là, et hop, on mettait dans le... Et ça testait. Je me rappelle, moi aussi, à la télévision, en tant que citoyen, là, du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le type, il était remarquablement doué en communication. Il disait, j'ai que 3 mots à vous dire, test. Ça aussi, c'était au mois de mars. Il n'y en avait pas. Là, le directeur général de l'OMS à l'époque avait un discours cohérent, c'était tout à fait logique. Maintenant, tester tout le monde, ça n'a plus aucun sens. Oui, mais alors, je parle de l'époque. Il est bien connu que le rein arrête toujours les virus. Oui, c'est vrai. Voilà, donc... Même les particules radioactives, c'est bien connu depuis très longtemps. Mais non, ce scandale des tests, si vous regardez, j'ai oublié son nom, là, le professeur de virologie à Berlin, qui avait, comme tous les laboratoires du monde, ils ont reçu, les Chinois ont envoyé le virus au laboratoire de recherche à peu près mi-janvier. Le gars, tout de suite, il a fait, parce que quand on développe un test de PCR, c'est d'amplification des acides nucléiques de l'ARN du virus. Au départ, chaque labo fait sa tambouille maison. C'est des très bons virologues, mais ça a toujours commencé comme ça, avec des tests artisanaux. Après, ils échangent leur expérience, puis ça devient quelquefois plus industriel et plus fiable. Donc voilà, très vite, ce gars-là, il développe un test PCR je crois que c'était à l'hôpital de la Charité à Berlin.
Et puis, il discute avec Angela Merkel, qui est une scientifique, elle, c'est une chimiste, hein, qui comprend tout de suite, qui dit, bon, allez, hop, on met la recette de cuisine du test PCR de Berlin, on l'envoie à tous les labos, publics, privés, vétérinaires, recherche. Allez-y les petits gars, faites les tests, testez le maximum et on va évaluer la qualité des tests en cours de route. C'est la guerre, donc il y a des morts, on y va. Ils ont été prêts immédiatement, ils ont testé plein de gens. Alors en France, on n'est pas mort du virus, on est mort de la bureaucratie. Parce que les tests, l'Institut Pasteur met au point un test qui avait le monopole. Même moi, à Gare, je n'avais pas le droit de faire de tests, c'était que le test de Pasteur. Bon, après, il y a quelques labos qui ont eu le droit de faire des tests. Et à ce moment-là, mais si vous vous souvenez, au plein milieu de la pandémie, il y a le professeur Frogel, qui était le directeur d'INSERM au CHU de Lille, et puis d'autres qui ont hurlé dans les médias en disant mais nous, à l'INSERM, au CNRS, même des labos vétérinaires, on peut faire des milliers de tests par jour. On est prêt, on a des kits qui semblent marcher, qu'on a validés entre nous. On veut aider la population et l'État à faire ces tests. Interdiction, parce que ce n'est pas validé par l'Institut Pasteur, ça n'a pas la norme AFNOR, etc. Alors, il y a eu un arrêté qui est arrivé assez tard, vers la fin de la vague épidémique, où Olivier Véran a dit oh, ben d'accord, vous avez le droit de faire des tests, mais en fait, il n'y a jamais eu, entre guillemets, les décrets d'application, parce que moi, j'ai un copain qui est dans un labo vétérinaire, qui a un test qui marche très bien, il n'a toujours pas le droit de l'utiliser, alors qu'on est au mois de septembre. Et ils se sont mis, d'ailleurs, les vétérinaires, je me rappelle, à l'époque de la pandémie, ils se sont mis collectivement à la disposition de la santé publique en France en disant nos labos, etc. Les mecs, ils ont attendu des semaines avant d'avoir un début de réponse, quoi. Plein qui n'ont toujours pas. Il a eu un premier courrier en disant c'est très intéressant, vous avez passé les premières étapes de validation, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est toujours pas autorisé. Donc c'est incroyable. Et moi, j'ai eu plusieurs échanges de mails avec des personnes que je ne connaissais pas, qui étaient des industriels qui faisaient de l'import-export avec l'Asie, qui avaient proposé ça pour les masques, pour les tests, en disant voilà, on a des tests fabriqués en Asie, qui ont fait miracle au Vietnam, qui ont été validés à Singapour et par des pays qui ont très bien géré la pandémie. Ils pouvaient en fournir des millions pour à moins d'€1 le test en France. Alors il se trouve que j'étais en copie des mails qu'il avait adressés au Premier ministre, au directeur général de la santé, tout ça. Bon. Et la réponse était non, désolé, on ne joue pas avec des choses qui ne sont pas validées en France, et on les a envoyés balader. Et puis j'ai vu l'autre jour une vidéo d'un industriel qui a dit la même chose. C'était pas le même, mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de. En Asie, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait mettre à disposition, qu'on pouvait évaluer. On pouvait l'envoyer à l'Institut Pasteur pour qu'ils évaluent en parallèle. Mais à chaque fois, c'était un rejet en disant on n'est pas passé par toutes les procédures bureaucratiques. Martine Donner, rapidement sur ce problème de test, parce que j'ai encore deux grands scandales à mettre sous la dent, et je voudrais quand même qu'on y arrive. Là. Moi, je ne vais pas répondre directement sur la problématique du test, mais de dire pourquoi ce chemin peut-être a été pris. Parce qu'en France, on est dans cette espèce de culture de prévention du risque. J'ai repris la lecture d'un sociologue allemand, Ulrich Beck, qui en 86 a très très bien décrit cette dérive dans nos sociétés occidentales d'avoir plus envie de prévenir le risque, et la prévention d'un risque chassant l'autre, et à chaque fois on va trouver un risque encore pire. Là, il fallait être extrêmement pragmatique. On nous a dit quoi tout au début? On vous a dit quoi tout au début? On ne sait pas, c'est vrai, on ne savait pas grand-chose de quel était ce virus. Surtout, restez chez vous. Quand on est malade, la première personne qu'on va consulter, c'est quand même son médecin généraliste. Des bureaucrates de la haute administration des ministères de Paris ont interdit en France aux médecins d'exercer leur art par 2 décrets des 25 et 26 mars de cette année, qui étaient en plus totalement, là encore, illicites, puisque la loi qui s'impose et qui est dans le Code de santé publique, je ne vais pas vous citer le code, si je peux vous le citer, 515.1-1 du Code de santé publique, qui donne l'obligation aux médecins de traiter. Et je vous rappelle ce que je disais en introduction, que dans notre Constitution, le droit inaliénable,
c'est l'accès aux soins et l'obligation pour l'État de protéger la santé de tout le monde, et encore plus les plus vulnérables. Donc si on avait, j'allais dire, été logique, il fallait confiner ces personnes les plus vulnérables, nos anciens, les personnes immunodéprimées, les personnes qui avaient une pathologie chronique, mais sûrement pas de façon totalement illégale, tout le pays. Et c'est ça qui est vraiment absolument incroyable. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi, donne-moi encore une toute petite minute. Non, 30 secondes, pas plus. Parce que les médecins continuent toujours à être totalement terrorisés. Il n'y a pas que vous qui êtes terrorisés. Hein. On continue à gérer tout ça par la peur. Et les médecins n'osent toujours pas, j'allais dire, traiter leurs patients, accompagner leurs patients comme il se doit, alors que ce sont eux qui connaissent extrêmement bien la clinique de leurs patients. Et Christian, vous vouliez apporter une précision ? Pour rebondir sur les décrets, ils ont été passés après avis du Haut Conseil de la santé publique. J'ai présidé la commission pendant des années et des années. C'est moi qui ai écrit le règlement intérieur, la charte des conflits d'intérêts. Ces avis du Haut Conseil de la santé publique, pour moi, étaient totalement illégaux. Il n'y a pas eu de réunion de la commission. C'est un groupe de travail avec des membres du Haut Conseil, des membres qui n'étaient pas du Haut Conseil. Normalement, dans chaque réunion, chaque membre doit déclarer ses conflits d'intérêts sur le sujet à l'ordre du jour. On va y venir tout à l'heure, parce que j'avais l'intention de parler de ce problématique. Je suis juste là pour dire qu'il n'y a aucune... On peut les lire, les avis, hein, ils ont été publiés. Donc, pas de vote, pas de déclaration des conflits d'intérêts. C'est en totale contradiction avec le règlement du Haut Conseil de la santé publique. Vous vous rendez compte qu'un ministre ait accepté ça? Et quand j'ai dit publiquement qu'il n'avait peut-être pas fait attention, qu'il s'était trompé, il a dit non, les liens d'intérêt, c'est légal. Et qu'il y avait des membres de la commission, dont le président, ont des conflits d'intérêts majeurs. Ils n'auraient même pas dû siéger, ils auraient dû se retirer, parce que de mon temps, quand que je présidais, si un des membres avait un lien d'intérêt majeur avec un sujet à l'ordre du jour, il pouvait donner son avis au début, mais après, si c'est sur les sujets chauds, il quittait la salle, il ne participait pas au vote et à la décision. Là, il aurait fallu que le président, le vice-président, le représentant de l'Institut Pasteur, des gens éminents dans la commission, se retirent. Or, ils sont présents dans l'avis. Donc là, il y a eu un manquement très grave dans le fonctionnement de nos institutions. Jean Sibilia, sur tout ça, sur ces problématiques-là, c'est rapidement, si tu peux. Rapidement, Jean-Luc, et je vais rester sur ma ligne factuelle. Les faits, l'analyse des faits, les solutions. Les tests, c'est la question que tu poses. On a manqué de tests. C'est un fait. On n'avait pas de quoi tester. La raison, elle est complexe. Elle est probablement liée, Martine l'a dit, à une culture de notre société qui est l'hyperprotection. D'ailleurs, ça sera intéressant peut-être, on n'aura pas le temps de le faire. J'imaginais cette schizophrénie qu'il y a entre le besoin de protection extrême et du risque zéro, et d'un autre côté, l'intolérance par rapport aux mesures qu'on prend. Hein. C'est vrai qu'on est un peu dissocié par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des vraies raisons. Il y avait des raisons simplement d'organisation, des raisons aussi bêtement sociologique de normes. Il y a un rapport de la Cour des comptes sur les normes en France. En France, il y a 400 000 normes. Il y a plus de normes en France que dans tous les autres pays du monde. Parce qu'on a une structure administrative très normative qui est construite, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce gouvernement-là. C'est une structure qui imprègne notre société depuis Napoléon Bonaparte et peut-être bien avant. Donc, bien sûr que ça contraint. On n'a pas osé mettre, par exemple, je trouve que c'est dommage, les vétérinaires ou les scientifiques dans la boucle. On aurait pu le faire comme les Allemands. Et la troisième raison, pour être simple, c'est le tissu économique territorial. En Allemagne, on connaît bien, nous les Alsaciens, l'Allemagne, le tissu économique territorial des petites PME est capable d'avoir un niveau de souveraineté économique et productif que nous n'avons plus. Oui, en un mot, je traduis, en France, on n'a pas les PME allemandes qui fabriquent les réactifs, qui fabriquent les tests rapidement. On n'a pas été capable de le faire. Ça, c'est vrai. Après, je pondérerai pour conclure par deux choses. Un, faire des tests est une chose, mais il faut être capable de rendre le résultat et de communiquer avec le patient quand c'est positif ou négatif. Il ne suffit pas d'avoir la plateforme PCR. Et deuxième chose qui est quand même intéressant dans le débat contradictoire, les Japonais. J'ai regardé les données mondiales. Les Japonais, ils n'ont pas testé. Ils ont utilisé une stratégie unique qui était les mesures barrières, les masques, la distance qu'ils utilisent naturellement. Ils n'ont quasiment pas testé. Ils sont en avant-dernière position en matière de tests après le Mexique. Donc ça montre bien, je veux simplement rendre les gens attentifs à la complexité de l'analyse. C'est compliqué, il ne suffit pas d'avoir des tests, il n'y a pas de magie en médecine et en sciences. Ne sois pas frustré, Jean, ne soyez pas frustrés tous, et vous non plus.
du train où c'est parti, je suis quasiment certain qu'il y aura un autre plateau sur le Covid l'année prochaine aux Bibliothèques Idéales. C'est obligé, oui. C'est à peu près certain, je vous le garantis, comme si c'était déjà fait. Je voudrais qu'on ne va pas se quitter sans évoquer 2 autres scandales. Le temps passe, mais on a encore un peu de temps. Alors le troisième, je suis sûr qu'il va y avoir un A de satisfaction dans l'assistance, y compris sur Internet. On va parler du professeur Raoult et de sa chloroquine. Ça, c'est important d'en parler. Alors, Christian Perron, vous connaissez bien, Martine Vonner aussi. Jean, je ne sais pas si tu connais professeur Raoult. Voilà. Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que c'est une sommité mondiale dans son métier. Je sais bien qu'il y en a certains qui le font passer pour un druide provençal un peu allumé, quoi. Mais c'est quand même une sommité dans son métier, dans sa profession, et depuis longtemps en plus. Hein. La chloroquine, c'est un débat sans fin. On entend tout, le contraire de tout, et éventuellement le contraire de tout dans la foulée. Je pense qu'il faut avouer que nous sommes tous un peu perdus parce qu'on n'a pas les références médicales et les références des études. Des études se contredisent. Il y a un magazine mondial, le Lancet, qui a dit que ça valait pas un clou, tout ça, etc. Avant qu'on découvre que ce même magazine avait plus ou moins utilisé des données fallacieusement envoyées par tout un tas d'intérêts privés. On parlera des conflits d'intérêts tout à l'heure. C'est le 4e scandale. Je vous mets en appétit, hein, c'est l'heure là. Donc, Raoult, la chloroquine. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre conviction? Moi, je suis convaincu depuis le début. Déjà, quand il y a eu le SRAS, le premier coronavirus chinois, il y a quelques années, les Chinois avaient testé l'hydroxychloroquine, avaient montré que ça marchait, d'abord au laboratoire sur le virus, et puis ils avaient commencé à l'utiliser, puis l'épidémie s'est rapidement terminée. Ça avait même été publié dans la prestigieuse revue The Lancet, et même Anthony Fauci, maintenant qui est un anti-chloroquine primaire, à l'époque, avait dit, tiens... On parle du conseiller là, du président américain Trump. C'est un des responsables de la FDA, qui est l'agence du médicament américaine, et un peu l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis, qui est très puissant depuis le début du sida. C'est le petit monsieur qui rigole quand Trump raconte les grosses conneries à la télévision. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le petit. Donc, Fauci lui-même avait défendu la chloroquine il y a quelques années sur les coronavirus. C'est ça qui est marrant maintenant. Quoi, marrant, je ne sais pas. Mais alors là, quand il y a eu l'épidémie en Chine, les Chinois étaient un peu estomaqués, ça leur tombait dessus. Ils ont un peu essayé tout, la chloroquine, la colchicine, le Tamiflu. Puis ils ont vu que la chloroquine, ça avait l'air de marcher. Ils ont reconfirmé au laboratoire que c'était actif. Et là, ils se sont dit, tiens, il faut démarrer des études cliniques, qu'on appelle randomisées dans le jargon, avec des comparaisons. Malheureusement pour les études et heureusement pour les Chinois, comme ils ont confiné beaucoup Wuhan et sa région, l'épidémie s'est un peu cassé la figure, plus vite que prévu. Et beaucoup d'études qu'ils avaient lancées ne se sont jamais terminées. Parce qu'une étude, ça dure quelquefois des semaines, des mois, le temps de mettre ça en place. Il y a quand même une étude, c'était M. Chen qui avait publié sur des pneumonies débutantes, qui avait déjà montré, c'est une étude randomisée contre non-traitement qui était impeccable, il n'y avait pas beaucoup de malades parce que c'était la fin, il avait montré que la chloroquine diminuait la sévérité des signes cliniques et des signes radiologiques de la pneumonie. Donc quand j'entends aujourd'hui des gens qui osent encore dire qu'il n'y a jamais eu d'étude randomisée, la première étude chinoise démontrait que ça marchait. Après, il y avait une étude chinoise complètement foireuse où ils ont randomisé, c'est-à-dire tiré au sort les gens dans des formes bénignes, c'est écrit dans l'article, à la 3e semaine du traitement quand ils étaient en train de tous guérir tout seuls. Donc vous voyez, il y a des études qui ont été conçues pour ne rien montrer. La chloroquine, ça marche ou ça marche? Bien sûr que ça marche. Après, quand Raoult a fait ses 24 malades, sur 24 malades, c'est difficile d'évaluer forcément quoi qu'ils avaient survécu, mais d'évaluer un petit peu l'effet sur la maladie. Il n'y a pas suffisamment de monde, mais il avait montré sur le virus que chloroquine, surtout en association avec l'azithromycine, le virus se cassait la figure beaucoup plus vite et avec un test significatif très, très fort. Alors, moi, j'ai appris en statistique qu'un test significatif très fort sur un petit nombre de gens est beaucoup plus puissant qu'un test sur un grand nombre de gens. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, 24 malades, les gens ont rigolé, on nous a dit n'importe quoi. Après, il y en a mis 80, 150, 350, 1500. Après, il a publié sur 3500. Il y a beaucoup moins de morts à Marseille que dans tout le reste de la France. On a dit, ouais, mais c'est normal, les Marseillais, ils sont moins malades qu'ailleurs, il fait beau. Non, mais c'est n'importe quoi. Raoult, il n'a pas planqué les personnes âgées qui étaient très malades. Alors, c'est vrai que dans son étude, moi, je l'ai bien analysé, il y a des gens qui ont des formes peu sévères, il y a des gens qui n'étaient pas hospitalisés. Mais ce qui compte quand on juge l'épidémie, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas le nombre total de cas, etc., c'est le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès parmi les personnes hospitalisées. Mais quand vous étiez hospitalisé à l'IHU de Marseille,
vous aviez beaucoup plus de chances de sortir debout, rentrer chez vous, que de sortir les pieds devant, contrairement à d'autres hôpitaux. Et ça, c'est des statistiques de Santé publique France. Alors, on a dit, oui, mais à Marseille, ils cachent les morts. La mairie a un logiciel qui n'est pas très bon. Ça met du temps à remonter. On a menti parce que ça dérange la France entière qu'on est moins morts à Marseille. Ils disent, oui, mais l'étude de Raoult n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de placebo. Là, je hurle. Même Yazdan Pana a publié, quand il y avait Ebola, que ce n'était pas toujours éthique de faire un placebo en situation d'urgence. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui disent un placebo est indispensable. Je rappelle qu'un placebo a été inventé par les Anglais il y a longtemps, quand on voulait évaluer un médicament qui ne marchait pas forcément très bien, parce qu'un effet placebo, on est réconforté parce que le médecin s'occupe de vous, on vous donne un comprimé qui peut être du sucre. Et ça peut peut-être vous réconforter sur le moment dans 20% des cas, mais ça ne guérit pas une maladie infectieuse grave. Quand un médicament comme hydroxychloroquine, azithromycine marche à plus de 95%, le placebo, c'est absolument pas éthique. Ça aurait peut-être été éthique s'il n'y avait aucun traitement connu, mais là, on avait déjà des données de la Chine et des données préliminaires de Raoult qui montraient que ça marchait. Alors après, il y a eu cette avalanche d'études anti-chloroquine qui étaient toutes nulles. Moi, je les ai toutes épluchées. C'était des études où les gens étaient mourants lors d'un comprimé de plaquenil. On disait, vous voyez, ça augmente la mortalité. Après, les études totalement fallacieuses et fabriquées de toutes pièces du Lancet, du New England Journal, les plus grands journaux du monde qui se sont rétractés. Vous imaginez, alors on me dit, je suis complotiste, il y a forcément un chef d'orchestre derrière. Comment voulez-vous que tous les grands journaux du monde publient à la même période des études pour détruire la réputation de la chloroquine? Et c'était dramatique, c'est eu des conséquences mortelles. Parce que si vous regardez, il y a des gens qui ont analysé la mortalité dans tous les pays du monde, et comme la plupart des pays, sauf les pays riches, ont donné de la chloroquine massivement, vous voyez la mortalité qui baissait. Il y a eu un effet Lancet. C'est-à-dire que les médecins étaient convaincus qu'ils faisaient bien, ils voyaient les bons résultats. Quand le Lancet est paru, ils ont dit, ah bah zut, si c'est la plus grande revue du monde qui dit ça, je vais arrêter de prescrire. Il y a un pic de mortalité qui a duré 3 semaines dans tous les pays qui ont arrêté la chloroquine. Puis après, quand le Lancet a avoué que c'était une fausse étude, la mortalité est repartie à la baisse. Donc quand je vois les infectiologues qui ont osé attaquer Raoult en disant que c'était des fake news, que dire que la chloroquine marchait, c'est un scandale. Ils ne savent pas lire. Toutes les données, on peut les avoir. Et si on compare les pays du monde, la France et les pays riches sont très mal à l'aise. Il y a même des pays qui ne sont pas si pauvres que ça, quoi. Quand on compare le Portugal et l'Espagne, il y a juste une frontière entre les deux. Le Portugal a donné la chloroquine à tout le monde, ils n'ont presque pas eu de mort. En Espagne, il y en a eu beaucoup. Et des exemples comme ça, il y en a plein en Europe de l'Est. Donc, alors maintenant, quand on regarde les études publiées qui sortent à part toute cette série d'études vraiment scandaleuses, que ce soit les médecins de New York, les Italiens, l'étude au Bangladesh, les études partout, toutes les études publiées actuellement sont largement en faveur hydroxychloroquine, azithromycine et même l'ivermectine, qui est un antiparasitaire. Au Bangladesh, il y a des succès phénoménaux. Et tout ça, ça coûte pas cher. Et j'entends encore les infectiologues l'autre jour dire le seul traitement qui a été validé dans le traitement du Covid, c'est la cortisone. Alors là, je dis, on se fout de la gueule du monde parce que soi-disant, c'est les Anglais qui ont démontré ça, mais la cortisone, les réanimateurs l'utilisent depuis 20 ans pour les formes sévères de détresse respiratoire. Et effectivement, quand le poumon est enflammé, ben ça améliore la survie. Mais ce n'est pas le traitement du Covid. Donc, je pense qu'on a voulu tuer la chloroquine pour défendre des intérêts commerciaux, le remdesivir qui ne marche pas, qui est toxique, et puis le vaccin. Parce que... On va y venir. Évidemment, la salle est remplie de supporters de cette opinion, bien entendu, c'est normal. Mais moi, mon boulot, c'est d'essayer de comprendre et de déterminer ce qui est affirmable ou non. On va venir sur les conflits d'intérêts. C'est pour ça que j'avais gardé le dernier scandale, parce qu'à mon avis, tout découle de ça, mais c'est que mon avis personnel. Martine Vonner, vous connaissez assez bien le professeur Raoult. Vous étiez avec lui hier à la preuve. Hein. Comment il va? Oh, il va très bien. Ouais, il va très bien, mais c'est pas de sa santé qu'il faut comprendre. Non, mais il en a pas un peu ras-le-bol de prendre tous les exocètes qu'il ramasse, non? Pas du tout. Il continue à travailler. C'est ce qu'il fait de mieux. Il le fait très bien. Il a une équipe de choc. À l'IHU, il y a 800 personnes. Quelle est votre conviction à vous sur la chloroquine? Je ne suis pas là pour donner ma conviction personnelle. Bah si, vous êtes toubib. Oui, je suis toubib, mais je suis psychiatre. Donc je vais rester là pour un coup, dans mon rôle de parlementaire, que j'essaye de faire vraiment du mieux possible. Et j'adhère complètement à ce qu'a dit Christian Perron juste avant moi, donc je ne vais pas le répéter. Par contre, ce qui m'a
complètement choquée, encore une fois, dans mon rôle de parlementaire, où je dois être extrêmement attentive à contrôler l'action du gouvernement, c'est que suite à la publication du Lancet, encore une fois, cette étude a été retirée, suite à la publication du Lancet, le ministre de la Santé a pris de façon totalement émotionnelle un décret qui a interdit l'utilisation de cette molécule en France. Et ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale parce qu'on ne sait pas combien de personnes n'auraient pas peut-être trouvé la mort avec l'utilisation de cette molécule. C'est un scandale parce que les médecins en France font jusqu'à 10-12 ans d'études, ils prêtent serment, ils connaissent leurs patients et c'est à eux, devant des tableaux cliniques, à évaluer de façon très juste le médicament qu'ils vont utiliser ou non. De façon très claire, le protocole du professeur Raoult et d'autres, parce que ça a été utilisé très largement et heureusement, n'oublions pas que nous sommes la première région qui a été impactée. Je sais que des confrères en ont pris personnellement, des confrères libéraux, parce que quand il fallait qu'ils soient en première ligne et qu'ils étaient malades, parce que oui, ils ont payé de leur vie, puisqu'il y a eu 5 fois plus de décès en libéral, soignants, infirmiers, médecins, etc., qu'à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, il y avait, bon an, mal an, quand même quelques protections. Donc, avoir retiré cette possibilité d'exercer en France, ça, ce n'est pas admissible. Et donc, encore une fois, c'est vraiment l'expertise scientifique qui a, d'une certaine façon, débordé de sa possibilité en tout cas, de conseil du politique. Mais à ce moment-là, il devait y avoir un pilote dans l'avion. Il n'y en avait pas. Et on a laissé faire tous les hauts comités. On s'est retrouvé à une vingtaine de juxtapositions de comités qui existaient déjà, plus le conseil scientifique, plus il y avait 4 cellules de crise à ce moment-là au niveau du gouvernement. Il y en avait une à l'Élysée, il y en avait une à Matignon, il y en avait une au ministère, et j'en passe. Donc en fait, toutes ces personnes qui ont pris des décisions extrêmement délétères pour les Français à ce moment-là n'ont pas été du tout dans le respect de ces personnes qui avaient l'art de décider. Et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, parce que justement, ils ont été privés de leur exercice. Et c'est, pour moi, quelque chose qui n'est pas entendable. Raison pour laquelle, tu le sais, je n'ai pas pu voter ce qu'on nous demandait de voter, c'est-à-dire le plan de déconfinement, parce qu'il n'y avait toujours aucune stratégie thérapeutique. Du coup, ça vous a permis d'être exclu du groupe LREM, et du coup, ça vous a permis d'avoir ce langage très libre aujourd'hui. Donc, il faut remercier M. Legendre et tous les autres. Je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ce langage-là, je l'ai eu depuis le début. Sur d'autres sujets. Oui, c'est vrai. Et donc, en effet, je pense qu'ils n'attendaient plus que ça pour se débarrasser de moi. Dans toute chose, il y a du bon. Donc, je dirais Jean Sibilia sur cette thématique de la chloroquine. Alors là, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu de ce phénomène-là qui a dépassé l'entendement pour nombre de Français? Les explications qu'on vient d'entendre sont relativement claires. En tout cas, elles sont audibles. On comprend ce qui est signifié là. Est-ce que c'est vrai ce que viennent de dire tes 2 copartenaires sur le plateau? Pas de discours, radical de ce type-là, vrai ou faux. Je ferai une analyse, mais parce que justement la vérité est une succession de pondérations. Un fait, le débat qui a été évoqué par Christian Perronne et Martine est réel. On a besoin, en cas de crise sanitaire, d'avoir des éléments pour savoir comment utiliser les molécules existantes, ivermectine, hydroxychloroquine, dans des situations d'urgence où on n'a pas encore la preuve de l'efficacité. Ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est la vraie question. Les Anglais appellent ça le doing learning. Est-ce qu'on doit faire ou apprendre, ou faire et apprendre? Moi, je crois qu'il faut savoir faire et apprendre. Ça, c'est la vraie question. L'autre fait... c'est ce que dit Raoult, ça, non? C'est ce qu'il dit, mais il y a un mais. C'est là qu'on diverge certainement. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est la communication
qu'on fait sur la zone d'incertitude qu'on a à ce moment-là. À ce moment-là, on peut communiquer de façon différente. Il y a d'ailleurs des règles de communication déontologique. J'ai eu la chance d'interférer avec le comité d'éthique et déontologie de l'IHU Méditerranée à Marseille. Pierre Lecause m'a envoyé le rapport de ce comité. J'ai pu discuter avec le comité et j'ai vu d'ailleurs les positions très partagées du comité d'éthique et déontologie de l'IHU de M. Raoult. Donc clairement, les positions en matière de communication, il y a certainement plusieurs positions différentes. Aurait-il fallu attendre des éléments de preuve plus grands pour communiquer différemment? Peut-être, mais on ne va pas refaire l'histoire. Le gouvernement, nos décideurs auraient-ils agir de façon différente? Je crois que oui. Interdire, par exemple, classer le médicament en substance vénéneuse au milieu du gué, je trouve que c'est très maladroit. Prendre une position le lendemain du papier du Lancet, c'est maladroit. Donc je pense qu'il y a eu des erreurs de communication de tous les côtés. Je finis par la question fondamentale, et c'est là que je diverge. Je n'ai pas le même avis que Christian, mais on a le droit de ne pas avoir le même avis. Je pars du même constat, qu'il était absolument légitime d'étudier la capacité antivirale de la chloroquine et d'hydroxychloroquine, parce que dans les tubes à essai, ce sont des molécules qui ont une activité antivirale. On le savait, on l'avait étudié dans d'autres situations. Donc on part du même principe. Après, je ne fais pas la même analyse des résultats, en particulier parce que je suis prescripteur d'hydroxychloroquine depuis 30 ans. Donc j'observe des choses simples qui n'ont pas été vraiment dites. Le temps de demi-vie de l'hydroxychloroquine, c'est 15 à 42 jours. On sait qu'il faut 5 fois ce temps-là pour avoir un taux stable du médicament. Donc moi, j'ai une petite restriction quand même pour imaginer qu'en 24-48 heures, on ait une efficacité antivirale. En revanche, ce que j'ai observé, je l'avais dit à Martine, c'est dans des populations imprégnées, mais maladies inflammatoires, de lupus, etc., ils ont fait beaucoup moins de complications parce qu'ils étaient imprégnés. Donc peut-être qu'en prophylaxie, quand on est imprégné au long cours, l'effet antiviral peut s'exprimer. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas te dire oui ou non. Je préfère avoir un avis qui est mon job d'universitaire, un avis pondéré. Après, je ferai une dernière remarque qui m'intrigue, mais peut-être on n'aura pas le temps d'en débattre, mais on refera un débat. Il y a 2 grands pays où les leaders charismatiques, l'un s'appelle Bolsonaro, l'autre Trump, ont fait l'apologie d'hydroxychloroquine. C'est 2 pays qui ont un taux de mortalité et qui ont un taux de diffusion du virus majeur. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres facteurs. Il y a plus d'obèses aux États-Unis, un système de santé au Brésil qui n'a rien à voir, une communauté scientifique disséminée et pas concordante au Brésil, on sait tout ça. Mais je m'interroge quand même de voir que dans ces 2 grands pays où il y a eu une vraie apologie, même politique, de l'hydroxychloroquine, on a une situation sanitaire qui est dramatique. Christian, je sais que vous brûlez d'envie de... Je réponds juste... Je partage des choses sur le reste. Je vais juste répondre sur les États-Unis et le Brésil, où malheureusement les présidents ont dit l'épidémie, on s'en moque. Ils n'ont pas du tout demandé aux gens de se confiner. Autant je n'étais pas pour un confinement généralisé, mais il n'y avait même pas de recommandation de confinement ciblé. Ça a été géré, à mon avis, de façon extrêmement maladroite, ce qui fait que l'épidémie s'est propagée de façon énorme dans les 2 pays qui sont immenses quand même. Et on voit qu'il y a une première vague dans la partie est des États-Unis, puis l'ouest longtemps après. En revanche, où je ne suis pas d'accord, alors, aux États-Unis, comme Fauci dit, il ne faut pas donner la chloroquine, Trump disait qu'il faut la donner. Selon qu'on était démocrate ou républicain, il y a des États qui ont donné beaucoup de chloroquine et d'autres pas. Et dans les États avec la chloroquine, il y a eu beaucoup moins de morts. Alors, quand il y a une épidémie, il ne faut pas compter en termes de mortalité, qui est le nombre de morts sur la population, c'est en termes de létalité, le nombre de morts sur le nombre de cas. Et si vous regardez la létalité aux États-Unis et au Brésil, alors c'est vrai qu'il y a énormément de cas, mais la létalité a été très faible, a été inférieure à 5%, alors qu'en France, on était les premiers au monde à 18,5%. Mais je rassure tout le monde. On peut être rassuré aujourd'hui parce que quand on regarde les chiffres du monde entier, la létalité dans tous les pays est en train de baisser. Même la France a perdu déjà plusieurs points de létalité entre début juillet et maintenant. Et j'aimerais juste te dire, parce que tu me demandais à Marseille comment allait Raoult, on a discuté justement des 90 études aujourd'hui, bibliographie, qui démontrent l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Juste un petit commentaire. Tu as tout à fait raison, Christian, à la nuance près que le nombre de cas dépend de la capacité à tester. Donc évidemment, on est dépendant du système de tests. Donc c'est très très difficile de comparer les chiffres. Je veux bien répondre à ça parce que quand j'ai parlé de la létalité, parce que moi on m'a toujours appris, il ne faut jamais parler de mortalité, de létalité. Quand j'ai commencé à parler de létalité, il y a des experts qui ont dit mais non, Perron dit n'importe quoi, c'était relié dans des journaux.
ils ont pris l'exemple de l'Allemagne en disant comme l'Allemagne a beaucoup plus testé, ils ont une létalité très faible. Et comme la France n'a pas beaucoup testé, c'est normal que le chiffre soit plus élevé. C'est complètement faux parce que j'ai regardé sur le site européen de surveillance des maladies, le CDC, le nombre de cas diagnostiqués en Allemagne était un petit peu supérieur à la France parce qu'ils ont une population plus nombreuse, mais pas beaucoup. C'était très comparable. Et donc cet argument ne tient pas. La létalité a été bien plus importante en France que partout ailleurs. L'Italie nous a battus au début, mais dès qu'ils ont donné la chloroquine partout, on a vu du jour au lendemain la létalité a chuté. La Grande-Bretagne est restée derrière nous, la Belgique, les autres pays européens. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier sur les sites officiels avec tous les chiffres. Je voudrais que... Non, on n'a pas le temps. Si je ne fais pas la police, là, on ne s'en sortira pas. Donc, de toute façon... je voulais juste donner un chiffre. Non. Ici, c'est moi le président de l'Assemblée nationale. Jean-Luc, non. Jean-Luc, on est là pour débattre. Juste un chiffre pour que les gens comprennent. Merci d'être aussi nombreux ce matin. D'habitude, quand on parle d'épidémie... Je vais vous exclure, Madame Bonner. Mais oui. Mais d'habitude, quand on parle d'épidémie, de grippe, et tu vas le confirmer, on a un chiffre, on retient un chiffre, 150 cas pour 100 000 habitants. Pour le Covid, on parle d'épidémie à 50 cas pour 100 000 habitants. Pourquoi ? D'accord. Alors, je voudrais... Comme il nous reste un petit quart d'heure, je vous le précise tout de suite, ça veut dire qu'il faut condenser la... Ben oui, ça passe vite, hein. Vous parlez tellement longtemps, tous, là. Écoutez, je voudrais... On va remettre le masque, oui. Je voudrais qu'on parle des conflits d'intérêts, parce que ça, c'est encore un des scandales qui est évoqué. Il y en a 11, on n'a pas tous le temps d'en parler, mais parlons des conflits d'intérêts. Et pour bien fixer les choses du public, ces conflits d'intérêts, ça pourrit vraiment la vie publique en France depuis des décennies et des décennies, et pas seulement en médecine. En évoquant tous ces problèmes-là, je me souviens d'avoir interviewé Corinne Lepage, l'avocate que vous connaissez, qui m'expliquait il y a maintenant au moins 15 ans que les industriels allemands de la chimie, les BASF et autres, faisaient un lobbying d'enfer auprès de la Commission européenne pour que soit reconnue la directive RED qui leur préconisait d'analyser toutes leurs molécules avant de les mettre sur le marché. Ils ont fini par gagner, RED est arrivé, mais édulcoré complètement de toute sa substance. Donc le problème des conflits d'intérêts est un vrai problème. Vous l'évoquez, Christian Perron, dans votre livre. Moi, j'ai une question un peu iconoclaste à vous poser tout de suite. C'est normal, vous avez bien compris que je suis là pour chercher la petite bête et animer les débats. Vous-même, vous émargez à quel labo ? Plus du tout. Avant, j'avais travaillé un peu pour les antibiotiques, mais ça fait longtemps. Il y a encore quelques années, même, j'ai eu un voyage financé par Gilead il y a quelques années quand il y avait un congrès. Par Gilead, en plus. Mais j'ai arrêté totalement parce que, en tout cas sur les vaccins, tout ça, quand j'étais président du comité technique des vaccinations pendant 15 ans, j'ai eu des sollicitations des fabricants de vaccins, vous imaginez bien. Ouais. Et ça, j'ai toujours refusé. Et progressivement, j'ai supprimé tous les liens avec l'industrie. Mais je sais comment ça marche. Et c'est des sommes qui sont énormes. Alors, le problème, quand la loi Bertrand était très utile pour que ce soit plus transparent, il y a le site Transparence Santé où les gens déclarent ce qu'ils ont gagné. Mais ils sont obligés de déclarer. Alors, malheureusement, l'industrie pharmaceutique a fait un lobbying pour que dans les décrets d'application, on ne mentionne que les frais de bouche. C'est-à-dire, bon, l'avion, l'hôtel et les restaurants. Alors, certains, naïvement, déclarent le reste, mais il y en a qui ne déclarent pas. Ils ne sont pas tenus de déclarer les honoraires, le montant des contrats. Alors, quelquefois, les contrats, ce n'est pas uniquement personnel, quelquefois, c'est pour son service ou pour son labo, oui. Mais il y en a aussi qui se le mettent dans la poche, ça dépend des gens. Et ça, ces sommes n'apparaissent pas. Donc, les sommes que vous voyez, déjà, ce n'est pas les sommes réelles. Et puis, moi, je sais par des copains qui ont travaillé au plus haut niveau de l'industrie aux États-Unis, dans différents labos, ils me disent il y a que dans le monde entier, ce qu'on appelle les key opinion leaders, c'est les leaders d'opinion majeurs qui peuvent influencer tous leurs collègues, influencer les sociétés savantes. Ils touchent beaucoup plus sur des comptes offshore qui sont non déclarés. Alors, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas dénoncer un tel ou tel labo, mais je sais que ça existe. Et moi, pour en avoir discuté avec même des journalistes qui ont fait des travaux d'investigation avec des hommes politiques, ça existe dans d'autres domaines que la santé. Oui, bien sûr. Et il y en a, je sais que j'ai des collègues, paraît-il, je ne sais pas dans quel pays, qui ont des cartes Visa, ils peuvent tirer ce qu'ils veulent, c'est des comptes anonymes. Donc, quand on voit que telle personne a touché telle somme, je généralise pas parce que je pense que c'est un tout petit nombre de personnes dans cette situation, mais ça peut être des personnes très influentes dans tous les domaines. Le temps nous presse sur ces conditions des conflits d'intérêts, Jean, par exemple ? Oui, je pense que c'est un vrai sujet qui n'est pas complètement traité.
Moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers une transparence encore plus importante. Juste, Christian, depuis 1 an, les contrats sont aussi maintenant obligatoirement affichés avec les sommes contractuelles. Pendant 2 ans, ça n'était que les frais de bouche qui n'avaient aucun sens, ou les frais de transport. Ça, c'était tout à fait aberrant. Aujourd'hui, les contrats et la somme des contrats est affichée, mais ça n'empêche pas, et je te le confirme, que effectivement, dans des relations internationales, ça peut ne pas apparaître dans les tabulations. Jean, toi-même, tu... Moi, je suis très transparent, puisqu'il suffit d'aller regarder. Tout le monde a déjà regardé, puisque j'ai vu mes chiffres circuler 250 fois, mais jusque dans les DNA. Moi, je suis très clair. Je touche en BNC 2000 € par an, c'est-à-dire 200 € par mois, pour du consulting. Et je fais du consulting dans le domaine de l'immunothérapie des maladies inflammatoires. Je vais juste te dire en 2 mots mon point de vue. Je crois que, et d'ailleurs, tu l'écris, Christian, dans ton livre très légitimement, le lien d'intérêt est nécessaire. On est dans une société collaborative. Et qu'un maire connaisse les gens qui vont construire un logement social, ça me paraît tout à fait... Le lien d'intérêt est nécessaire pour faire de la collaboration. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le conflit d'intérêt masqué, parce que le conflit n'est pas le lien. Or, il y a aujourd'hui des éléments de transparence, on a des fiches de transparence obligatoires qu'on remplit. Faut-il qu'elle soit remplie? Faut-il qu'elle soit consultée? Mais tout repose, et je répète, et moi c'est ma conviction profonde de médecin. Ça fait longtemps que je travaille et légitimement, parce que j'ai envie de savoir, aujourd'hui il y a le privé et le public, j'ai envie de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. J'ai envie de connaître la vie sur les molécules, les effets indésirables avant les autres. C'est pour ça que je collabore et que je veux savoir ça. Mais ça n'a jamais retiré un once de mon éthique et de ma déontologie personnelle. Quand je prescris face à un malade, je le fais en mon âme et conscience. J'espère, et c'est ça qu'il faut enseigner. Je suis doyen. On n'a plus que 2 minutes. Jean. Enseignons ça à nos jeunes étudiants. On n'a plus que 2 minutes, Martine, sur Alors, ce tu sujet. m'as pas posé la question. Je déclarais que je n'avais aucun lien d'intérêt quand j'intervenais sur les plateaux télé pendant toute cette période de confinement. Par contre, le parlementaire, son travail au quotidien, c'est de lutter contre les lobbies. Normalement. Parce que ça, normalement, oui, tu le dis très justement, mais on est assailli par mail ou par tentative de rendez-vous, etc., des lobbies. Ce que j'ai à dire, c'est que la semaine prochaine, il y a une société savante qui se réunit en congrès, les médecins qui vont parler de maladies infectieuses. Cette société savante attaque directement le professeur Raoult. Cette société a touché 800 000 € l'année dernière du labo Gilead, et tous les membres de cette société touchent également. C'est relativement transparent parce qu'on peut le retrouver, mais ils ont tous bien plus que des liens d'intérêt avec certaines industries pharmaceutiques. Donc ça perturbe complètement le débat autour de l'efficacité ou non de certaines molécules. Le temps est terminé, malheureusement. Et l'année prochaine, on va peut-être se retrouver d'ailleurs sur ce même plateau, j'espère tous les 4, en tout cas, pour parler des conflits d'intérêts, parce que peut-être qu'on en saura beaucoup plus là, sur ce sujet-là, pourquoi pas, et peut-être aussi avec le tome 2 du livre de Christian Perron, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Cher Jean-Luc, la chance qu'on a, c'est qu'on va passer encore du temps avec les auteurs à la table. Absolument. Où ils pourront discuter avec Perron, avec Venère, avec Sibylla. J'allais le dire. En tout cas, je voulais les remercier, vous remercier tous les 3, madame, messieurs, pour votre intervention. Et vous dire, et donc vous répétez que nos 3 intervenants sont en dédicace dans le hall de la Cité de la Musique et de la Danse. Et je dire vous annonce que c'est plaisir aux bibliothèques Cher idéales. Jean-Luc, on va essayer de parler. Je vous annonce que c'est la retransmission la plus suivie sur Internet. Tu parles. C'est incroyable. C'est évident. Et vous dire aussi... que c'est un peu la fierté de François Wolfermann et des bibliothèques idéales que cette manifestation ait lieu, parce qu'il n'y a peut-être pas tant d'endroits que ça où on peut parler aussi librement qu'on le fait ici. Merci à tous. Merci.